L'événement sportif le plus cher de l'histoire des États-Unis et un arroseur est tombé en panne. Pas une défaillance catastrophique, pas un effondrement de structure, pas un générateur qui explose, ni un toit qui s'écroule, un arroseur. Plus précisément, une unité d'irrigation défectueuse au Gillette Stadium de Foxborough, dans le Massachusetts, qui a projeté un puissant jet d'eau à travers la surface de réparation pendant la mi-temps du match entre l'Irak et la Norvège, le 16 juin, inondant exactement la portion de pelouse où Erling Haaland venait d'inscrire 2 buts. Les jardiniers sont accourus avec des serviettes et des raclettes. Ils ont coupé tout le système d'irrigation pour arrêter l'arroseur devenu incontrôlable. Ils ont séché le terrain. La seconde période a commencé à l'heure. La Norvège a gagné 4-1. Et quelque part dans une tribune de presse de la FIFA, quelqu'un a rédigé un communiqué expliquant que l'incident avait été maîtrisé et qu'aucun match n'avait été affecté. Rien de tout cela n'était faux. Le match a continué. Personne n'a été blessé. Le tournoi a poursuivi sa route. Mais je veux m'arrêter un instant sur cet arroseur, parce que ce qu'il représente n'a rien de drôle. C'est précis. Et dans le contexte de ce qui s'est déjà produit dans ce tournoi, les sièges vides, une cérémonie d'ouverture stridente, les travailleurs qui ont failli faire grève par crainte des mesures migratoires, les joueurs sud-coréens refusant de parler à leurs propres journalistes, cet arroseur est le détail qui raconte toute l'histoire sans avoir besoin de l'expliquer. Voici donc la plus grande Coupe du Monde de l'histoire, organisée par l'économie la plus puissante du monde, et le système d'irrigation tombe en panne à la mi-temps. Dans un stade qui venait d'achever une rénovation de 250 millions de dollars, dans un pays qui a remporté l'organisation en partie parce que ses infrastructures étaient censées être prêtes. Réfléchissons à ce que cela signifie. Pas l'arroseur lui-même, ce que l'arroseur révèle. Commençons par le Gillette Stadium, parce que le montant de la rénovation compte. The Boston Globe, Mundo Deportivo et Stadium DB ont tous confirmé que le Gillette Stadium avait achevé, fin 2023, une rénovation de 250 millions de dollars. Une nouvelle série de modifications a été commandée en janvier 2025, 225 millions de dollars supplémentaires, selon Engineering News Record, spécifiquement pour satisfaire aux exigences de la FIFA pour la Coupe du Monde. Dimension du terrain élargie, nouvelle pelouse naturelle remplaçant l'ancien gazon synthétique, modernisation des réseaux techniques et des installations destinées aux joueurs. Investissement total dans le stade pour ce tournoi. Plus de 450 millions de dollars, financés en grande partie par Kraft Group, propriétaire des New England Patriots. L'un des éléments précis identifiés par The Boston Globe dans un article de novembre 2025 comme une exigence imposée par la FIFA était un nouveau système d'irrigation. Ce système d'irrigation était une condition pour accueillir des matchs. Il n'avait pas été oublié. Il n'avait pas été retiré du budget. Il s'agissait d'une amélioration décidée, documentée et financée. Et pendant la mi-temps du premier match organisé dans cette enceinte, littéralement la première rencontre officielle devant du public depuis la rénovation, l'une des unités de ce nouveau système d'irrigation a envoyé un jet d'eau à travers la surface de réparation, alors que les joueurs étaient au vestiaire et que les caméras tournaient encore. Ce n'est pas de la malchance. C'est une rénovation de 450 millions de dollars avec un arroseur défectueux dès sa première utilisation en compétition. The Boston Globe suivait la situation du Gillette Stadium avec une inquiétude croissante depuis des mois avant le début du tournoi. En novembre 2025, le journal rapportait que les organisateurs locaux devaient encore lever 100 millions de dollars pour couvrir les coûts liés à l'accueil de 7 matchs. Transport, sécurité, travaux exigés par la FIFA dans l'enceinte. La collecte de fonds était très en deçà de ces objectifs. En janvier 2026, un rapport de l'État du Massachusetts indiquait qu'il restait davantage à faire pour préparer le stade et les infrastructures alentours. La MBTA, la Massachusetts Bay Transportation Authority, finalisait encore ses plans de transport en janvier 2026, soit seulement 5 mois avant le tournoi, pour un site situé à 56 km au sud-ouest de Boston, sans métro, sans tramway et sans liaison régulière en bus avec la ville. La ligne de train de banlieue vers Foxborough Station fonctionne avec un service limité, et toute la capacité ferroviaire vers le stade représente environ 2000 à 3000 passagers par rame, pour une enceinte de 65 000 places. Les documents initiaux de la candidature américaine promettaient des transports gratuits pour les supporters. En 2023, cette promesse avait discrètement disparu. Rien de tout cela n'était secret. La liste Wikipédia des controverses de la Coupe du Monde 2026
mise à jour en continu depuis le début du tournoi, identifie spécifiquement les infrastructures de transport de Foxborough comme une préoccupation documentée, en notant que de nombreux sites américains ne disposent pas d'un accès ferroviaire par les transports publics, et qu'une étude sur les temps de trajet vers l'Arrowhead Stadium de Kansas City a conclu que le trajet théorique de 32 minutes depuis l'aéroport devait atteindre 136 minutes les jours de match en raison du trafic. L'American Society of Civil Engineers avait déjà jugé insuffisantes les infrastructures dépendantes de la voiture, desservant la plupart des sites américains de la Coupe du Monde. La FIFA a accepté tout cela au moment d'attribuer les droits d'organisation. Venons-en maintenant à l'Irak, parce que la présence de l'Irak dans cette Coupe du Monde est réellement l'une des histoires sportives et politiques les plus extraordinaires de tout le tournoi, et elle essaie presque totalement ensevelie sous les récits d'infrastructures et les temps forts consacrés à Erling Haaland. L'Irak n'avait plus participé à une Coupe du Monde depuis 1986, 40 ans. Sa dernière apparition dans l'événement le plus regardé du football remontait à l'Irak de Saddam Hussein, un pays qui depuis a traversé la guerre du Golfe, les sanctions de l'ONU dans les années 90, l'invasion menée par les États-Unis en 2003, des années d'occupation et de conflits confessionnels, l'ascension puis la chute de l'EI, ainsi que la fragilité persistante de ses institutions politiques. Dans son portrait d'avant-tournoi, BBC Sport décrivait cette qualification comme porteuse d'un poids symbolique qui dépasse le sport, une formule qui résonne autrement lorsqu'on lit l'histoire réelle à laquelle elle renvoie. L'Irak s'est qualifié en battant la Bolivie 2-1 lors d'un barrage disputé au Mexique, le même pays qui avait accueilli sa première Coupe du Monde en 1986. Et la réaction dans le pays a été décrite par Kurdish Policy Analysis comme des célébrations dans tout le pays et comme un rare moment d'unité nationale. Les dirigeants de la région kurde ont publiquement félicité l'équipe, plusieurs responsables qualifiant cette qualification de significative pour une nation longtemps façonnée par les conflits et les tensions politiques. Le sélectionneur irakien, l'ancien entraîneur de l'Australie Graham Arnold, a déclaré à Al Jazeera avant le tournoi que la Coupe du Monde pouvait changer la perception du pays à l'échelle mondiale. L'un des joueurs clés de l'équipe, Ali Al-Hamadi d'Ipswich Town, a confié à Al Jazeera: l'importance de porter ce maillot est immense. Être joueur de l'équipe nationale d'Irak implique une pression énorme pour gagner et réussir. Un autre joueur de l'effectif est Zain Iqbal, ancien pensionnaire de l'académie de Manchester United qui évolue aujourd'hui aux Pays-Bas. Il y a aussi Kevin Yak qui a contribué au titre de champion du Danemark remporté par l'AGF. Ce sont des joueurs au parcours européen, qui représentent un pays qualifié pour la Coupe du Monde pour la première fois en une génération. Ils sont arrivés à Foxborough et ont perdu 4-1 contre la Norvège. Erling Haaland a marqué 2 fois. L'arroseur a projeté de l'eau sur le terrain. Et avant le match, les Américains chargés de préparer l'enceinte dans laquelle ils allaient à jouer faisaient en face à un déficit de financement d'au moins 100 millions de dollars et avertissaient Konso qu'il restait encore du travail. Laissons cela un instant. L'Irak a attendu 40 ans pour ce moment. L'équipe a pris l'avion pour le Massachusetts et a joué sur une pelouse dont le système d'irrigation est tombé en panne à la mi-temps. Je veux relier cela au tableau plus large des infrastructures, parce que l'histoire de l'arroseur n'est pas un incident isolé. C'est un point de données dans un schéma que des chercheurs, des ingénieurs et des analystes de la gouvernance sportive documentent depuis 2 ans et que la FIFA a constamment minimisé. En septembre 2025, un rapport conjoint de Football for Future et Common Goal, intitulé Pitches in Peril, a conclu que 10 des 16 stades de la Coupe du Monde dépassaient déjà les limites de sécurité pour jouer en raison de la chaleur extrême. The Guardian l'a largement couvert. Le rapport établissait que 14 des 16 sites avaient dépassé les seuils de sécurité pour au moins 3 menaces climatiques majeures: chaleur extrême, précipitations excessives et inondations. Seuls Vancouver et Seattle devaient éviter des conditions dangereuses de stress thermique. L'étude avertissait que la Coupe du Monde 2026 pourrait être la dernière Coupe du Monde dans la région d'Amérique du Nord selon le calendrier estival actuel, sans adaptation substantielle des infrastructures. Euronews notait en juin 2026 que le format à 3 pays et 16 villes devrait produire environ 2 fois plus d'émissions de carbone que les précédentes éditions organisées par un seul pays, avec des équipes et des supporters parcourant des milliers de kilomètres entre les matchs, dans un événement explicitement présenté comme une célébration du sport mondial. La réponse de la FIFA a été, comme souvent, empreinte d'une grande assurance.
En juillet 2025, Infantino a déclaré aux journalistes que les stades couverts seraient utilisés plus fréquemment pour répondre aux inquiétudes liées à la chaleur, en citant les enceintes couvertes d'Atlanta, Dallas, Houston et Vancouver. ESPNUK a rapporté ces propos. C'est le genre de réponse qui paraît pragmatique, jusqu'à ce que l'on comprenne que 4 stades couverts sur 16 sites, dans un tournoi qui a déjà montré son incapacité à maintenir en état de marche un système d'irrigation dans un projet de rénovation à 450 millions de dollars, ne répondent qu'à une fraction du risque documenté tout en permettant au tournoi de se poursuivre sans modification. La dimension politique de cette histoire d'infrastructure traverse directement la relation entre l'administration Trump et ce tournoi, et je pense qu'elle a été trop peu traitée par rapport au sujet plus facile à transformer en titre. Une enveloppe fédérale de 625 millions de dollars a été approuvée pour aider les villes américaines, hôtes de la Coupe du Monde, à se préparer au tournoi. Sécurité, transport, services médicaux, technologie de gestion des foules et festivals de supporters de la FIFA. Selon des informations suivies par plusieurs sources analysant les préparatifs des villes hôtes, le versement de ces fonds a été retardé pendant des mois par des différends politiques et des incertitudes budgétaires à Washington, créant de l'incertitude à quelques semaines seulement du tournoi. Des responsables de Boston ont reconnu que les améliorations de transport liées au match du Gillette Stadium restaient inachevées à l'approche des dernières échéances d'infrastructures fixées par la FIFA. Les villes hôtes devaient simultanément respecter les normes strictes de la FIFA en matière de sécurité et de transport, alors que les fonds fédéraux destinés à les aider étaient bloqués dans une file d'attente administrative à Washington. L'analyse de StadiumDB, publiée le 10 juin, a exposé la structure financière qui rend tout cela possible. Les villes hôtes ne perçoivent pas de revenus directs issus de la billetterie, de la diffusion, de la restauration ou du stationnement des stades. Ces recettes vont intégralement à la FIFA. Les villes hôtes doivent fournir les infrastructures de transport, les opérations de sécurité et satisfaire aux standards opérationnels de la FIFA, le tout aux frais des contribuables locaux, avec un soutien fédéral qui ne couvre qu'une partie des coûts. Les documents initiaux de la candidature américaine promettaient des transports gratuits pour les supporters. Cette promesse a été retirée en 2023. Boston essayait encore de lever 100 millions de dollars en novembre 2025, les organisateurs étant décrits par le Globe comme continuant à faire la quête. Le comité d'organisation local était présenté comme ne comptant pas assez d'acteurs prêts à entrer sur le terrain dans le contexte d'un déficit financier, pas sportif. C'est dans cette structure que la FIFA opère. Elle génère 13 milliards de dollars de revenus sur le cycle du tournoi. Les villes qui l'accueillent supportent les coûts d'infrastructure, les coûts de sécurité, les coûts de transport et les coûts des services publics. Elles bénéficient des retombées économiques liées aux visiteurs et au tourisme, qui existent réellement, même si elles sont souvent exagérées dans les projections d'avant-tournoi. Mais elles ne touchent aucune des recettes commerciales directes. Quand le système d'irrigation d'un stade qui a dépensé 450 millions de dollars en rénovation tombe en panne pendant le premier match, les coûts de réparation sont assumés par le propriétaire de l'enceinte et par le comité d'organisation local. Les 13 milliards de dollars de la FIFA ne sont pas affectés. La dimension liée au cartel ajoute une autre couche à cette histoire d'infrastructure, parallèle à la situation de Boston, et elle mérite d'être nommée clairement. En février 2026, l'armée mexicaine a tué Nemesio Oseguera Cervantes, connu sous le nom de El Mencho, le chef du cartel de Jalisco Nouvelle Génération, qui opère depuis Guadalajara. Les représailles ont été immédiates. Des membres du cartel ont incendié des véhicules, bloqué près de 100 axes majeurs, attaqué des installations de la garde nationale et mis le feu à des banques, des pharmacies et des commerces locaux dans les États de Jalisco et du Michoacán. Les transports publics ont été interrompus. The Guardian et BBC Sport ont couvert les violences et ont posé directement la question de savoir si l'organisation de la Coupe du Monde par la FIFA pouvait être menacée. La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a assuré publiquement qu'il n'y avait aucun risque pour les visiteurs de la Coupe du Monde. La FIFA a publié un communiqué indiquant qu'elle surveillait la situation. Les matchs à Guadalajara ont eu lieu. Le dispositif de sécurité autour des enceintes a tenu. Mais les infrastructures autour de ces enceintes, les routes de la ville, ces systèmes de transport, ces espaces publics, ont été violemment perturbés par les représailles d'un cartel après une opération militaire gouvernementale, 4 mois seulement avant le début du tournoi.
La liste Wikipédia des controverses l'identifie directement. Troubles liés au cartel à Guadalajara, comme préoccupation documentée. Les matchs ont continué. L'histoire des infrastructures, elle, n'a pas disparu. Je reviens sans cesse à un détail du rapport de janvier 2026 du Boston Globe, que je n'arrive pas à chasser. Les autorités du Massachusetts chiffraient à 22,6 millions de dollars les seuls coûts de sécurité liés au match du Gillette Stadium, 20,6 millions pour les opérations de la police d'État et 2 millions pour la gestion des urgences. Ces coûts pèsent sur les contribuables du Massachusetts, l'État du Massachusetts, pas sur la FIFA, pas sur Kraft Group, pas sur l'organisation à 13 milliards de dollars qui a attribué le tournoi à ce site. L'amélioration du train de banlieue a été financée par des obligations adossées aux recettes de la MBTA. Les coûts de la police d'État ont été suivis par la Massachusetts Emergency Management Agency. Le déficit de financement de 100 millions de dollars était traité par des organisateurs locaux qui sollicitaient des contributions auprès d'entreprises et de collectivités locales. Et au milieu de tout cela, pendant la mi-temps du premier match dans cette enceinte, alors que l'Irak, un pays qui avait attendu 40 ans ce moment, était au vestiaire, mené 2-1, un arroseur a projeté un jet d'eau sur le terrain. Les jardiniers sont accourus. Ils ont réparé. La seconde période a commencé. L'Irak a perdu 4-1. Haaland a terminé avec 2 buts. La Norvège avance comme un sérieux prétendant dans le groupe 1. L'Irak affrontera la France et le Sénégal lors de ces 2 derniers matchs de groupe, avec une qualification devenue presque mathématiquement hors d'atteinte après le résultat d'ouverture. Pour beaucoup de joueurs de cette équipe, ceux qui ont grandi en Irak après 2003, ceux qui se sont entraînés dans des camps et sur des terrains abîmés dans un pays encore en reconstruction, c'est la seule Coupe du Monde de leur carrière. La prochaine édition aura lieu en Arabie Saoudite en 2034. La suivante est inconnue. Pour la plupart d'entre eux, c'était ça. Ils l'ont joué dans un stade où un arroseur est tombé en panne. Ce à quoi je ne parviens réellement pas à répondre, et ce que je veux vous laisser en tête, c'est une question que cet arroseur rend inévitable. Le processus d'évaluation de la FIFA a attribué l'organisation de 2026 à l'Amérique du Nord précisément parce que ses infrastructures avaient été jugées prêtes, une note de 4,0 sur 5 contre 2,7 pour le Maroc. L'infrastructure était l'argument. L'infrastructure était la promesse. Maintenant que le tournoi s'est lancé, avec des pannes d'irrigation dans des sites qui ont dépensé des centaines de millions en rénovation, avec des plans de transport encore finalisés 5 mois avant les matchs d'ouverture, avec des versements fédéraux retardés par les querelles politiques de Washington, avec des violences de cartels perturbant les infrastructures d'une ville haute 4 mois avant le coup d'envoi. Lorsque la FIFA finira par s'asseoir pour évaluer les candidatures de 2030 et 2034, qui sera responsable de l'écart entre ce que promettait l'évaluation des infrastructures et ce que révèle un arroseur à la mi-temps. Je ne sais pas qui répond à cette question. Je ne suis même pas sûr que la FIFA se la pose.